Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Aftech, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des experts, des formateurs, des étudiants et des anciens diplômés qui partagent leur expérience et leurs conseils. Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos formations, nos événements ou les nouvelles tendances du marché de l'emploi, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Aftech façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de d'Aftech News, le podcast qui vous plonge au cœur de la vie de nos écoles de commerce Aftech. Aujourd'hui, plongeons au cœur d'un sujet qui transforme déjà notre quotidien et révolutionne le monde du travail, l'intelligence artificielle. Comment impacte-t-elle nos métiers, nos formations et notre manière de travailler ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Arnaud et Stéphanie, formateurs chez Aftech, qui vont partager avec nous leur expérience et leur vision sur ce sujet passionnant. Donc Stéphanie, Arnaud, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant. Selon vous, comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle concrètement la façon de travailler dans le monde professionnel aujourd'hui ? Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, déjà, on a peut-être une vision un peu parcellaire de ce qu'est l'intelligence artificielle. On a les outils conversationnels de GPT qu'on connaît tous et qu'on utilise, mais l'intelligence artificielle, elle est aussi dans la santé, dans l'économie, dans les statistiques, dans l'analyse de données. Et l'intelligence artificielle, elle transforme réellement le marché du travail et le monde du travail, puisque on va avoir aussi bien de l'automatisation de certaines fonctions, la création de nouveaux métiers, et puis des tâches peut-être répétitives qui peuvent être réalisées par cette intelligence artificielle. Donc je pense que même si on parle d'intelligence artificielle depuis quasiment les années 50, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a un vrai boom de l'intelligence artificielle aujourd'hui parce qu'elle est devenue grand public depuis 3 à 5 ans. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu plus omniprésent. Et vous, Arnaud, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que l'intelligence artificielle est assez polyvalente, mais moi je vais parler surtout dans mon regard de conseiller en communication à côté. Finalement, c'est une révolution, mais qu'on a connue régulièrement. Ça fait 40 ans que j'interviens dans la communication, et des révolutions régulières, on en a eu, auxquelles il a fallu faire face. Moi, je le vois, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui vont se dire finalement, pourquoi ne pas faire de l'intelligence artificielle, même ChatGPT, ou de la création d'images, parce que finalement, ça va nous coûter moins cher. Mais ça, on l'a connu. Je ne vais pas vous dire 50 fois, mais je l'ai connu très souvent dans le monde de la communication où on cherche à baisser les revenus. Mais finalement, c'est un des problèmes dont on aura sans doute à reparler sur les limites de l'intelligence artificielle. Et une des premières, c'est l'uniformisation. Il y a un moment, je comprends qu'ils aient besoin de baisser les coûts, mais finalement, pour la créativité, ils reviennent vite à autre chose. Nous, quand on a une opération, quand on est sollicité, on est souvent en concurrence avec des agences ou avec d'autres structures. Et heureusement que chacun mène sa petite patte. Je dirais, mais on en reparlera sans doute, on a presque avec l'intelligence artificielle la nuance entre le savoir et la connaissance. Le savoir, à la limite, c'est Wikipédia, c'est les grandes généralités, et à la limite, c'est l'intelligence artificielle. La connaissance, c'est vraiment notre vécu, notre expérience, une compréhension que les autres n'ont pas. Et là, heureusement, on a encore de la place, mais il faut savoir aussi l'expliquer aux interlocuteurs, parce que c'est tout beau, tout neuf. Comme le disait Stéphanie à l'instant, le grand public, c'est 3 à 5 ans. Bon, donc on découvre, on a la facilité. Mais on parlera des limites, et des limites, il y en a assurément. Et bien, puisque vous abordez le sujet, quelles sont, selon vous, justement, les limites à ne pas franchir pour préserver la place de l'humain dans le monde professionnel ? Alors les limites, elles peuvent être très nombreuses. Moi, je ne vais pas me fixer. Alors je sais que j'entends souvent, notamment dans des collègues en communication, qui vont parler de l'éthique, de la propriété littéraire artistique. Alors tout ça, bien évidemment, ça pose d'énormes problèmes de création et tout. Moi, si je parle d'intelligence artificielle, je vais rester quand même sur mon domaine de la communication, pas forcément en ouvrant ce qu'on disait sur la médecine, sur d'autres sujets où il y aurait aussi finalement certainement des choses à dire, mais restons sur ceux
ce qui nous concerne. Moi, j'ai quand même deux gros problèmes en termes de limites, et je le vois par rapport aux étudiants, et je me bats souvent, et je peux le démontrer souvent, et je leur montre, je leur donne des exemples. C'est ce que je pourrais appeler, mais je vais caricaturer, parce qu'après, part du principe que je vais amener les critiques, bien sûr qu'il y a des éléments qui sont tout à fait positifs, c'est la médiocrité. C'est-à-dire qu'on est sur une moyenne. Chaque année, depuis ces 3 à 5 ans, par exemple, chaque année, on soumet à des philosophes au moment du bac le sujet de bac de l'année, et on le soumet à ChatGPT, on réécrit, on le soumet. On est autour de 10. Moi, par exemple, ici, à l'AFTEC, quand j'ai mes étudiants, je leur dis toujours, je suis pas naïf, ça se voit tout de suite quand ça vient de ChatGPT, ça se voit tout de suite. Mais je vais vous corriger comme si je ne le savais pas. On peut faire une erreur même. Eh bien, je ne mets jamais la moyenne à ceux qui, ostensiblement, et qui après, vu la relationnelle que j'ai, me disent oui, j'avais utilisé ChatGPT, ça vaut pas 10. Ça, c'est quand même vraiment très, très embêtant. Et pour nos matières, on va dire, de sciences humaines, en communication et tout, les sources, et notamment Wikipédia. Wikipédia, c'est presque connu. La page Wikipédia française est la pire de toutes les pages Wikipédia au monde sur le nombre d'erreurs qu'il y a. Bah forcément, on va les retrouver. Donc, ce qui est parfaitement entendable, on se sert de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, parce qu'un soir on est fatigué, parce qu'un soir on n'est pas bien, parce qu'on a dû s'occuper de sa grand-mère qui était malade, ou n'importe quoi. C'est entendable, mais faut l'enrichir. Et c'est là, encore une fois, la différence entre savoir et connaissance. Le savoir, avant, c'était peut-être pas l'intelligence artificielle, c'est peut-être la collection que sais-je, c'était peut-être un dictionnaire, c'était peut-être une encyclopédie. Bon, là, on gagne du temps. Mais il faut absolument amener et avoir la capacité de curiosité, d'ouvrir à quelque chose d'autre. Et n'oublions jamais, et ça, on perd trop souvent cela, parce que finalement, c'est l'informatique, c'est que c'est probabiliste. Ce n'est pas créativiste. Et effectivement, quand ils ont créé dans les années 50 et qu'on a commencé à en parler, c'est probabiliste. Et moi, j'ai plein de sujets, justement en sciences humaines, je l'ai encore vu cet été, j'avais des conférences à faire. Si je regarde sur Internet, il y a 98% de certains des sujets que j'ai à traiter où on va trouver une erreur. Je dis même à certains de mes élèves que quelquefois, c'est presque un sujet philosophique. Est-ce que quand 98% de personnes se trompent, est-ce que finalement, ça ne devient pas une vérité ? Mais bon, on peut le démontrer, quoi. Donc... Oui, effectivement, puis voilà, faut garder quand même une certaine méfiance face à ce qui arrive. Vous avez peut-être un avis aussi là-dessus, Stéphanie Alors, effectivement, je crois que la question de la place de l'humain, elle se pose finalement très peu parce que l'humain a quelque chose que l'IA ne va pas avoir, c'est l'esprit critique, l'analyse. Et l'IA aujourd'hui, et je pense qu'elle ne l'aura pas puisqu'elle n'a pas les soft skills que peut avoir l'humain, n'aura jamais la place de l'humain, en fait. Elle est un assistant de l'humain, elle est facilitateur, elle est outil, elle peut être outil d'aide à la décision, mais elle ne sera jamais objet décisionnel. Et elle ne doit pas être objet décisionnel. Et c'est vrai que ce que dit Arnaud sur apprendre à l'utiliser, apprendre à en faire son assistant, ça c'est intéressant. En revanche, la question de la place de l'humain, non, je crois qu'elle se pose pas. Elle se pose pas aujourd'hui parce que, encore une fois, il y a cette notion, l'humain n'a pas d'empathie, n'a pas d'assertivité, n'a pas d'ouverture d'esprit, n'a pas d'écoute active. Ce que l'humain a et qui est indispensable pour avoir ce recul critique et cette prise de conscience de oui, il y a des erreurs et je suis en mesure de relever ces erreurs et de les corriger. Oui, donc effectivement, oui, l'humain a tout de même sa grande place. Bien sûr. Et voilà, utiliser donc l'intelligence artificielle avec méfiance et avec intelligence, comme Bien ce sûr. que vous avez relevé tous les deux. Donc ça amène aussi au sujet de la confiance. À quel point est-ce qu'on peut faire confiance à une intelligence artificielle sur la prise de décision, par exemple pour avoir des décisions justes. Voilà, je pense qu'on rejoint un petit peu déjà ce que vous avez dit tout à l'heure, mais... Moi, je pense que l'IA ne prend pas de décision. L'IA ne prend pas de décision et n'a pas à prendre de décision. Elle ne prendra des décisions qu'à partir du moment où on lui fait une confiance absolue. C'est une erreur de faire une confiance absolue à l'IA, c'est une totale hérésie. On ne peut pas faire confiance absolue à l'IA et Arnaud le soulignait sur le degré d'erreur. Donc, il n'y a pas, encore une fois, c'est pas un outil décisionnel, c'est un outil d'aide à la décision qui est riche si on sait s'en servir et si on l'utilise de manière optimale.
Non, c'est sûr que ça réclame un petit travail de l'humain, parce que déjà, un des autres problèmes de l'IA, notamment de ChatGPT, c'est qu'il réinterprète les questions, quasiment. Et ça, faut le voir, il faut avoir le minimum de travail et de relire au moins. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, ne rêvons pas, on leur demande un exposé, ils ont appuyé sur un bouton, ils ont sorti l'exposé, ils le sortent et c'est un hors-sujet. Dans 80% des cas, c'est un hors-sujet. J'avais, il n'y a pas longtemps, un thème qui avait été donné, et dans mon texte, c'était... on parlait de premier avant. Et il a réinterprété, l'IA le disait quand il explique comment il a fait son raisonnement, en disant le précédent. Le précédent, c'est pas le premier. Donc déjà, la réponse était complètement hors sujet. Mais on parlait à l'instant de la question de l'humain. C'est intéressant même d'un point de vue philosophique, parce qu'il y a un livre, j'aime bien en culture en parler, parce que c'est exactement ça annonçait l'IA. Ça annonçait même à une époque, c'est en 63 que sort le livre, à peine du micro-sillon, des anciens livres, ça annonçait quasiment le CD et le DVD. C'est La planète des singes de Pierre Boulle, qui était dans les services secrets, comme beaucoup de grands auteurs de science-fiction ou de polar. Et quelque part, il annonce exactement ce qui va se passer. L'entité intelligente, c'est le singe, qui va finalement prendre la place de l'humain, et on explique bien comment l'humain descend, et puis à un moment dans les films ou dans le livre, on voit bien, et que justement avec ces petits CD, ces petits DVD, on n'imagine même pas ce que ça allait être, et c'est raconté comment l'humain, finalement, ne faisant plus de travail intellectuel, s'est fait dépasser par une autre entité intelligente, qui ne devient pas plus intelligente en réalité, mais l'humain s'abaisse. C'est en allégorie, et ça raconte quand même vraiment la place de l'humain. L'humain aura toujours sa place, si tant est qu'il veuille la prendre. Oui, bien sûr. Oui, donc voilà, il faut quand même garder sa posture d'humain avant tout en utilisant l'intelligence artificielle. Effectivement, après, on parle beaucoup des risques. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner peut-être quelles seraient selon vous en fait, les meilleures pratiques, la meilleure façon en fait, de l'utiliser au quotidien en gardant sa posture humaine et sa posture de personne qui contrôle en fait, ce que l'intelligence artificielle va dire? Je sais pas, peut-être des exemples d'utilisation dans le métier. Alors c'est vrai que l'IA, il faut l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, clairement, on est dépassé. Donc moi, j'invite et j'incite mes étudiants même à l'utiliser, mais à l'utiliser intelligemment, à l'utiliser comme un assistant. Alors moi, je peux former des assistants, mais je leur dis, vous avez à votre service un assistant qui va venir vous accompagner dans votre travail, dans des tâches qui vont être des tâches répétitives et qui n'apportent pas de valeur ajoutée à la réflexion. La réflexion, c'est ce que l'humain va apporter. La répétitivité, on n'est plus dans le taylorisme où on va faire des tâches répétitives, mais de se servir de l'IA de cette façon. Mais de s'en servir, souvent je leur dis, servez-vous-en de manière intelligente. Soyez plus intelligent que l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle est créée par l'homme et elle est alimentée par l'humain. Donc, les informations qu'on va lui fournir, qu'on va lui demander, qu'on va lui donner, vont alimenter. C'est le principe des GPT, c'est de s'alimenter des informations qu'on leur donne. Donc aujourd'hui, il faut utiliser l'intelligence artificielle, bien évidemment, mais lui poser des questions qui sont des informations qui sont vérifiables. Toute la quête d'informations, quand on fait de la veille informationnelle, on peut utiliser l'IA, on peut utiliser Google, on peut utiliser des livres aussi, ça existe encore, fort heureusement, mais c'est de croiser ces informations. On parlait de la notion de confiance, c'est de ne pas faire une confiance aveugle à l'IA. Pas plus tard qu'hier, moi je me suis aperçue à titre personnel que j'ai utilisé ChatGPT pour poser une question qui était d'ordre juridique, et c'était une totale erreur. Ce qu'il m'a proposé était complètement erroné. Donc, je lui ai dit qu'il s'était trompé, je lui ai donné l'information, parce que je suis allée vérifier cette information. Je lui ai donné le texte de loi auquel ça se référait, et au fur et à mesure, on va l'alimenter, en fait. Donc, c'est vraiment ça, c'est de croiser l'information, et effectivement, de ne pas faire un copier-coller. On a un exposé à faire, on pose la question à ChatGPT, c'est génial. Maintenant, on peut même faire, on va sur Gamma, et on va faire carrément le diaporama. Donc, on a le texte avec ChatGPT, on a le diaporama avec Gamma, on ne fait plus rien si ce n'est le présenter. Sauf que
on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de le présenter parce qu'on n'est pas capable d'argumenter, de justifier et d'expliquer. Donc ça, on sera capable de le faire si on est allé croiser l'information. Donc, il est important de savoir justifier et argumenter. Et pour ça, c'est pas l'IA qui nous donnera ces infos-là, c'est le croisement d'informations. Donc oui, il faut utiliser l'IA, mais il faut garder ce que je disais au départ, sa capacité de prise de recul, son esprit critique et son esprit analytique. De toute façon, il faut enrichir. C'est exactement, je vais faire une référence presque aux poètes symbolistes du 19e siècle, les Lautréamont, les Mallarmé, où disaient qu'il y avait 50% où l'auteur faisait le travail et le lecteur faisait 50%. Je pense qu'on ne va pas faire un pourcentage précis, mais il y a au moins 50% du travail qu'on doit amener, et c'est ça notre valeur ajoutée, et je dirais que c'est là que l'humain va reprendre toute son importance, parce que justement c'est sa sensibilité, son esprit de curiosité, s'il y a encore une envie justement de se dépasser, de creuser, d'avoir de la curiosité, autant de valeurs qui se perdent et qui pourtant sont absolument nécessaires. Donc véritablement creuser, si on l'enrichit pas, je crois que c'était le Huffington Post la semaine dernière qui faisait l'inventaire de plein d'erreurs qu'on trouvait sur ChatGPT, notamment qui situait, il faisait des prompts et il situait la Tour Eiffel à Pékin. Il y avait énormément d'erreurs qui étaient relevées sur plein de sujets. C'est considérable. Enfin, il y a des erreurs absolument sidérantes et qu'on devrait pouvoir relever assez facilement. Bon, si tant est qu'on a effectivement relu un petit peu pour ce qui est des étudiants un travail. Mais c'est cette curiosité, cette envie, effectivement, de ne pas oublier que c'est pas que l'informatique. L'informatique, il y a suffisamment d'études, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais enfin on le sait, que les Jobs, Gates, tous ceux qui sont à Apple et tout, ils reculent de plus en plus l'accessibilité aux écrans pourtant qu'ils fournissent à leurs propres enfants. Ils savent quelle est la nocivité de ces outils, notamment pour cultiver la mémoire. Bon, il faut que cet outil serve, il faut le faire travailler. Voilà, donc il faut absolument enrichir un travail. J'aime bien faire une allégorie que beaucoup comprennent assez facilement. Il n'y a pas si longtemps que ça, et j'aime bien faire des digressions pour comprendre. Et la digression, c'est le Thermomix. Où le Thermomix, on allait dans n'importe quelle maison, tout le monde avait le Thermomix. Puis à force, on le voit traîner sur les plans de travail, parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. Mais finalement, on allait chez les uns, chez les autres, on mangeait le même plat. Plus ou moins fait de la même manière. Sauf si effectivement, on était capable d'un peu d'enrichir, de mettre sa petite cerise sur le gâteau. C'est exactement ça, l'IA. Si vous vous contentez de la recette telle qu'elle est, brute, basique, ça devient insipide et tout le monde fait la même chose, on n'a même plus envie de goûter. Il faut amener son petit génie, sa petite patte en plus. Oui, effectivement, ouais. Donc c'est vrai que finalement, l'intelligence artificielle va être un vrai outil au quotidien, peut vraiment nous accompagner, comme vous le disiez tout à l'heure, en aide à la décision. Mais voilà, toujours de garder cet esprit de curiosité, toujours aller vérifier ces informations, comparer, s'assurer que ce que l'intelligence artificielle nous dit est bien réel et atteste bien de la réalité. Donc il faut garder quand même une certaine méfiance et l'utiliser intelligemment et éduquer un petit peu en quelque sorte son intelligence artificielle. Eh bien écoutez, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça aidera les jeunes à utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente. Et merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast autour de vous et à nous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode d'Aftech News. Et à bientôt.